Je me suis toujours demandé comment une armée française de 15 000 hommes avec 10 000 chevaliers avait pu être vaincue par l'armée anglaise de Henri V qui comptait 8 000 hommes dont 6 000 archers, lesquels étaient fatigués, affamés et avaient la dysenterie. Si tu veux comprendre les raisons de l'échec tactique des Français à Azincourt, alors cette vidéo est pour toi. Mince, j'ai spoilé la vidéo. Allez, on y va. Taillot! Je suis Baillant Taillefer, historien médiéviste et forgeron. Dans le dernier épisode de la bataille d'Azincourt, nous avons donc vu la nuit que Français et Anglais ont passée. Le matin, vers 8 h, le temps est maussade, le ciel est nuageux, il y a énormément d'humidité, il a plu pendant toute la nuit. Les Français ont passé une très mauvaise nuit. Les nobles ont déjà fêté leur victoire prochaine, en buvant forces alcool. Les soldats, eux, ont dormi comme ils pouvaient, dans le froid et l'humidité. Quant aux Anglais, ils ont plutôt passé une bonne nuit, à part pour l'aspect psychologique. Ils se demandent si le prochain soleil les verra encore en vie. Alors à 8 h, on prie, on recommande son âme à Dieu. On va confesser tous ses péchés au prêtre de l'armée. Et Henri V a déjà son plan de bataille dans la tête. Entre 9 h et 10 h, les deux armées envoient chacun une escorte sous bannière de paix pour parlementer. On espère malgré tout éviter la bataille, enfin, plutôt du côté anglais. Henri va proposer qu'on lui laisse le libre passage avec son armée jusqu'à Calais. En échange, il est prêt à retirer toutes ses revendications sur le trône de France et à même rendre aux Français des places fortes, occupées par les Anglais. Chez les Français, on raille, on se gosse, on se moque, car la victoire est à portée de main. Pour les grands nobles français, Henri V est déjà prisonnier à Paris, et tous ses soldats sont déjà des cadavres. Alors les deux armées se retirent. Pourquoi ce rituel, me diras-tu? Simplement parce qu'au Moyen-Âge, la guerre, la guerre comme on l'appelle à l'époque, n'est qu'une suite d'escarmouches, de prises de butin, de pillages, de prises de villes. Cela n'a aucune conséquence sur le cours de la guerre telle que nous l'entendons nous. Ce qui est important, c'est la bataille. Les batailles au Moyen-Âge, il y en aura, enfin j'entends bataille décisive, sur à peu près 500 à 600 ans de guerre, il y en aura environ une trentaine, sur toute l'Europe occidentale. La bataille, ce n'est pas n'importe quoi. Pour le peuple spirituel et très croyant du Moyen-Âge, la bataille, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. C'est ce qu'on appelle une ordalie. C'est-à-dire que le gagnant, non seulement a réussi un coup tactique, un succès militaire, mais en plus, il reçoit l'onction de Dieu. C'est-à-dire que son camp est reconnu favorable par Dieu. Et donc les prétentions du camp adverse sont fausses, elles sont malfaisantes. Donc tu vois un peu ce qu'un pays a à retirer d'une victoire ou d'une défaite. Cela a par exemple été le cas pour la bataille de Bouvines. Philippe Auguste en a retiré une renommée fantastique qui assurait de plein droit le trône des Capétiens. Mais aujourd'hui, 25 octobre 1415, il n'en sera pas de même. Dieu a, semble-t-il, préféré l'Angleterre. Alors Henri prend la première décision de la journée. Il va faire avancer son armée sur environ 300 mètres. Il va placer ses chevaliers, qui sont à peu près 2000, au centre du dispositif, et ses archers sur les côtés. Cela donne à peu près 3000 à droite, 3000 à gauche, et 2000 chevaliers au milieu. De plus, il a placé quelques archers dans les bois. Alors je te rappelle la situation. Henri se trouve au sommet de la colline. Oh, ce n'est pas une grande colline, hein. Avec le bois d'Azincourt à sa gauche, le bois de Tramecourt à sa droite. Et comme Napoléon, Jules César et Alexandre le Grand et Hannibal avant lui, il va faire le choix tactique d'avancer pour deux raisons. D'abord, il veut provoquer les Français à l'attaque. Il ne veut pas lui attaquer les Français, ce sont les Français qui vont l'attaquer. Et ensuite, il va choisir le meilleur endroit pour sa tactique militaire. C'est-à-dire l'endroit où la position entre le bois d'Azincourt et les bois de Tramecourt est la plus étroite. Là
où il se place, il y a environ 600 à 800 mètres de disponible. Ce qui fait très peu pour les milliers de chevaliers qui vont lui arriver dessus. Autre avantage tactique, je l'ai répété bien souvent, qui tient le haut tient le bas. Effectivement, les Français vont devoir marcher environ 600 mètres pour se retrouver au contact des Anglais. Et 600 mètres sur une pente à 2% dans un terrain labouré et extrêmement boueux. Alors tu me diras, une pente de 2%, c'est pas grand chose. Eh ben écoute, tu prends un sac de 20 kg de matos, tu le mets sur ton dos et tu vas faire un footing à l'automne dans le champ voisin quand il est labouré. Et tu m'en reparleras. Arrivé sur la position, les Anglais vont planter leur pieu. Le pieu, c'est ce qu'on appelle le peuchon en français et le spears en anglais. C'est une tactique qui a déjà été éprouvée par les Anglais et qui a été inventée par les Écossais pour justement réduire les charges de chevalerie anglaise contre eux. Je te le rappelle, les Écossais, ceux de William Wallace et ceux de Robert le Bruce, étaient surtout à base d'infanterie. Les Anglais plantent leurs flèches dans le sol, ils bandent leur arc et ils attendent. J'ai toujours été un fervent visiteur de lieux de bataille. Je suis très souvent allé à Crécy, 1346, Poitiers, 1356 et Azincourt, 1415. Et je me suis dit, mais comment les Français ont-ils pu faire 3 fois la même erreur tactique en à peine 70 ans de guerre? Je les ai toujours blâmés pour cela. Mais j'avoue que je leur donne une petite circonstance atténuante. La bataille d'Azincourt, c'est la reproduction, ou plutôt la tentative de reproduction de la bataille de Rosebecq. Ici, on va faire une petite digression. Durant tout le XIVe siècle, les Français ont été en guerre contre les Flamands. Il y a eu la bataille de Furnes en 1297, Courtrai en 1302, Mons-en-Pévèle en 1304, et enfin Rosebecq en 1382. Et les Flamands, c'est aussi une armée de fantassins, comme les Anglais. Ils ont très peu de chevaliers avec eux. Et ce sont des durs à cuire. Les Français s'en sont aperçus à Courtrai, où ils ont subi une défaite majestueuse. À Rosebecq, l'armée était sous les ordres du connétable de Clisson, le compagnon de Du Guesclin, et également sous les ordres de Louis de Sancerre, qui sera le connétable après lui. Et dans les rangs, il y a donc Charles VI et le jeune Boucicaut, Jean de Lemingre, dont j'ai fait une vidéo, qui sera futur maréchal de France. Et ce futur maréchal de France va s'imbiber de cette bataille, parce que les conditions sont à peu près les mêmes. Les Flamands sont sur une colline, ils sont plus de 25 000, très bien armés. Les Français sont en bas, ils sont 16 000. Clisson va décider de faire monter ses chevaliers à l'assaut à pied, en faisant reposer le poids de la bataille sur le centre. Mais, comme Alexandre le Grand et Jules César, il va envoyer des chevaliers sur les 2 ailes. Et ces chevaliers vont envelopper les Flamands et vont les détruire avec l'arrivée du centre de chevaliers à pied. Alors cette tactique va être reproduite par le maréchal de Boucicaut et le connétable d'Albret, qui sont les 2 tacticiens et stratèges de l'armée française. Mais évidemment, il y a les princes du sang. Il y a du beau monde à Azincourt. Il y a, chez les Bourguignons, il y a les 2 frères de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Il y a le duc d'Alençon. Il y a le duc d'Orléans, le fils du fameux Louis d'Orléans, dont j'ai fait une vidéo aussi. Il y a le duc de Bar. Tous princes du sang, tous princes aux fleurs de lys. Et tous ces jeunes hommes sont hâte d'aller à la bataille. Ils sont hâte d'en découdre avec l'anglais et de prendre les plus grands chevaliers anglais prisonniers et à rançon. Ces princes du sang sont jeunes et de très grande renommée. Alors, le pauvre connétable d'Albret, qui lui est de plus petite noblesse, quoique cousin du roi Charles VI, ne pourra pas vraiment se faire entendre de ces jeunes loups assoiffés de guerre et de faits d'armes. En effet, Charles d'Albret est petit, pas très beau, et surtout il boite. Il est un peu discrédité par son physique. Alors la stratégie de l'armée française, ça va être plutôt le « laissez-les-moi, je les ai vus les premiers ». Tu as lu Astérix? Eh ben voilà, quand tu prends la tribu gauloise qui va attaquer un fort romain, c'est exactement cela qui va se passer. Donc, on va arriver sur une tactique un peu mitigée.
Parce que malheureusement, à Azincourt, et ça, Henri l'a très bien compris, il n'y a pas assez de place pour le déplacement de chevaliers. Les Français vont s'organiser en 3 corps de bataille, le premier avec environ 4000 hommes, le second 3500-4000 hommes, et le dernier, le reste, surtout des soldats et de l'infanterie. Et sur les côtés, il va y avoir 2 ailes de cavalerie d'environ 800 à 1000 hommes qui vont essayer d'envelopper les Anglais, comme à Rosbecque. Malheureusement, le terrain étant très boueux, les chevaux ne font qu'un petit 20 km/h, et encore, parce qu'ils s'embourguent dans le champ. Et d'autre part, les chevaliers à cheval n'ont pas la place pour manœuvrer. Très grosse erreur tactique. Les premiers rangs vont se serrer, ils ne pourront pas bouger. Ils vont devoir grimper la pente boueuse avec leur armure d'environ 20 kg. Et dans les premiers rangs, il y a du beau monde. Il y a le connétable d'Albret, il y a le maréchal de Boucicaut, l'un des plus grands chevaliers de cette époque, je te le rappelle. Il y a également le duc d'Alençon, le duc d'Orléans, le comte de Nevers, le plus jeune frère de Jean sans peur, le bourguignon. Alors maintenant, la grande question qui se pose, à ton avis, la stratégie du « laissez-les-moi, je les ai vus le premier » va-t-elle réussir? C'est aussi ce qu'on peut appeler la stratégie du « foncer dans le tas ». Tu le sauras au prochain épisode. Sur ce, je te dis à bientôt, porte-toi bien et continue à me suivre. Et comme tu le sais, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.